Et à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout votre émission Espace Minier en ces débuts de semaine. En ouverture, nous vous l'avons dit, nous posons la problématique de la construction d'une nation. Quelles sont les priorités lorsque nous voulons bâtir une grande nation? C'est la problématique de ce matin. Je commence par vous, Bernard Orona. Chaque jour, nous disons que nous devons bâtir une grande nation. Nous devons bâtir une grande nation. Y a-t-il des priorités pour l'atteinte d'un tel objectif? C'est une question assez difficile parfois ici, parce qu'en termes de priorité, je dirais que tout est priorité pour une nation comme pour les êtres humains. Pour le cas d'espèces donc, puisqu'on parle de priorité pour construire une nation, je pense que les domaines sociaux sont les plus en vue lorsqu'on veut construire une nation. Et au-delà des domaines sociaux, il y a également même la construction d'une identité. On construit une identité, on construit une vie dans le peuple, avec le peuple. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand on veut construire une nation camerounaise, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup d'indices, il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer, notamment sur le plan sociologique, sur le plan anthropologique, sur le plan social, sur le plan politique. Mais pour faire simple, parfait ici, pour construire une nation, je pense que je parlerai simplement des priorités comme l'éducation, je parlerai de la santé, je parlerai des infrastructures. Je peux m'arrêter là, les autres viendront après, avec d'autres préoccupations. Donc, sur le plan de la construction d'une nation, l'éducation me semble centrale et fondamentale, parce qu'il faut éduquer un peuple. Il faut éduquer un peuple pour que ce peuple puisse se prendre en charge, puisse avoir, j'allais dire, des rudiments qui amènent ce peuple à se développer, à construire dans une nation. Il faut construire des lycées, il faut construire des écoles, il faut construire des universités. Le Cameroun le fait déjà bien, même si ce n'est pas très bien fait, mais on est déjà très avancé sur ce domaine-là. Il faut, sur le plan santé, vous savez que pour construire une nation, il faut être en santé, donc il faut construire des hôpitaux, il faut construire des centres de santé dans tous les villages, il faut, sur le plan des infrastructures, il faut construire des routes. Vous savez que notre pays aujourd'hui a un sérieux problème d'infrastructure routière, malgré tout le tapage qui est fait chaque année quand on nous sort le budget. Vous appelez ça le tapage? Oui, puisque rien ne change, pas grand-chose ne bouge. Ce sont vos amis du RDPC qui sont en charge de ces choses. Bien sûr, c'est parce que je suis du RDPC que je le dis avec beaucoup de fierté. Et pourquoi vous continuez à être dans un tel parti politique? Parce qu'il n'y a pas mis en face. Ah bon? C'est ça le vrai problème. Vous avez essayé en face? Je ne vois rien. Moi, je ne vois rien en face. Donc, le RDPC se bat comme il peut. Et donc, même sur le plan de la construction d'une nation, il faut des institutions politiques. Il faut des institutions politiques fortes, capables de créer une adhésion du peuple pour implémenter toutes ces politiques-là. Donc, il faut des infrastructures. Enfin, ici, il faut des lycées, des collèges, des universités. Il faut éduquer, il faut former, il faut amener le peuple à s'intéresser à la chose politique pour choisir lui-même ses dirigeants, ses élus, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Donc voilà globalement ce que je peux d'abord dire sur ces priorités pour construire une nation. Bernard, rassurez-vous, vous avez beaucoup disserté. Je vais passer la parole au psychosociologue et je l'amène encore dans son domaine. Alors, au-delà d'avoir des bons hôpitaux, des infrastructures routières, des écoles et que sais-je encore, des choses très importantes. Mais est-ce que tout ne réside pas d'abord dans la mentalité des individus dans une nation? Merci beaucoup, Monsieur Parfait. Quand M. Bernard, on a cité les domaines privilégiés d'intervention en termes de spécialité, il a omis de citer la psychologie. Alors je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis son voisin de droite. Il s'est dit qu'il me laissait... Voilà. Pour mieux développer. Voilà, je pense qu'un développement ne peut pas se faire sans changement de mentalité. Parce que tu peux construire une très belle maison, tu mets les gens qui ne savent pas comment traiter la maison et dans quelques années, la maison ne ressemblera à rien. Tout à fait. Essaye de voir les hôpitaux qu'on construit au Cameroun. On construit des grands hôpitaux avec des standines. À un moment donné, là, ça devient la camerounaise.
C'est-à-dire que le Cameroun nous rattrape pour changer les mentalités des gens. Il faut amener les gens, déjà que le développement, ça se pense. Ça se pense, et on rêve, on le vit avant de l'entreprendre. C'est-à-dire on le pense, on le vit et on l'entreprend. Tout à fait. Prenons le cas du Canada. Aujourd'hui, il y a ça pas pourquoi le Canada a ouvert ses portes. Parce qu'il se voit dans 100 ans, dans 200 ans. Mais le vrai problème de nous, en Afrique et au Cameroun, c'est que notre développement est à court terme. Est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Oui. Est-ce que je vais manger demain? Non. C'est bien. Et puis voilà. On peut pas réussir dans ça. Essayez de voir ce qui s'est passé à l'esclavage. Les Blancs étaient assis chez eux. Les Occidentaux ont constaté que leur sous-sol était très faible et que leur population était physiquement faible. Il fallait donc aller vers une population forte et avec un sous-sol de qualité et ils ont pensé à l'esclavage. Si vous pouvez savoir ce qui s'est passé, combien sont morts dans les océans et dans les mers, parce qu'ils n'avaient pas les bateaux sophistiqués, ce sont des milliers. Mais il fallait atteindre l'objectif qui est celui que nous observons aujourd'hui. Et ils ont atteint. Ils l'ont atteint. Puisque les générations sont en train de bénéficier de ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que nous, on a cette culture de la projection dans le long terme? Est-ce que nous voyons le Cameroun dans le long terme? Est-ce que nous voyons le Cameroun dans 200 ans? On a l'impression qu'après nous, le Cameroun va s'arrêter. Et c'est pourquoi nous sommes dans un égoïsme un peu débordant. C'est-à-dire que chacun fait tout pour bien manger, bien boire et bien faire. On ne peut pas, il faut réaliser. Maintenant, lorsqu'on a pensé le développement, on convoque des experts. Et l'expertise psychologique est avérée. Pourquoi? Parce que c'est nous qui allons dire aux gens comment modifier les mentalités et quelles sont les mentalités à valoriser et à promouvoir. Il faut promouvoir une mentalité au Cameroun qui porte sur le respect des valeurs, sur le respect d'autrui. Parce que quand tu respectes autrui, quand tu respectes les valeurs d'autrui, tu ne peux pas faire de lui, tu peux pas lui apporter ce qui n'ira pas dans le sens de son bien-être. Il faut améliorer les conditions de vie des Camerounais. Maintenant, lorsqu'on a pensé le développement, ça prend un effet dynamique, c'est-à-dire que même dans les universités, on forme les gens avec l'expertise qui doit accompagner ce développement. Mais aujourd'hui, quand on dit, essayez de voir ce qui se passe au Cameroun, quand les Camerounais font tous dans le mimétisme, le suivisme, si on vient maintenant dire que bon, le secteur qui est porté de l'informatique, tout le monde ira faire l'informatique. C'est fait le cas au Cameroun à un moment. Si on vient dire que c'est la santé, tout le monde ira faire la santé. Pourquoi? Parce que les gens sont perdus. On n'a pas un style développemental qu'on a porté, du fait de manière maintenant à dire, voici les priorités en termes de formation. Dans les écoles primaires, formons sur tel aspect. Dans l'enseignement secondaire, formons sur tel aspect. À l'université, formons sur tel aspect. Parce que ce sont voilà l'expertise dont on a besoin pour accompagner ce développement. On va à rang dispersé. À la fin, on se retrouve dans quoi? Regarde la ville de Yaoundé. Yaoundé ne ressemble pas à une capitale. Parce que on n'a pas urbaniser Yaoundé, qu'on peut urbaniser une capitale. Tout est arrivé au hasard. Des nouveaux quartiers se développent par-ci, par-là, et ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'accessibilité. Mais si on avait porté le développement, je pense que si on l'avait porté, on l'aurait enseigné. C'est parce qu'on a porté un label, on a identifié le label développemental du Cameroun qu'on peut l'enseigner dans les universités partout. Maintenant, sur le plan de la santé. Et ce sera pour chuter. Maintenant, sur le plan de la santé, voyons la santé mentale aujourd'hui. Il faut qu'on amène les gens à être conséquents des actes qu'ils posent. Essayez de voir ce qui se passe autour de nous. On a l'impression que le Cameroun est devenu une boucherie. Ouais. On tue les gens au quotidien. On a entre janvier et février, nous sommes à 19 femmes qui ont été tuées. Le sang coule à flot. Le sang coule au Cameroun. Ça veut dire qu'il faut qu'on essaie de revoir les gens. Il faut qu'on pénalise de manière très serrée. Et de manière de manière dure, très très dure. Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Maintenant on tue les gens. Ça dit que l'humain est en train d'être transformé en animal. On ne respecte plus la valeur de l'humain. On ne peut pas développer un pays, puisqu'on développe le pays pour qui? C'est pour l'humain. On ne développe pas le pays pour les infrastructures, on développe le pays parce qu'on veut développer la culture, les conditions de vie des gens et les conditions de vie des humains. Bon, qu'on essaie de revoir les mentalités, qu'on apprenne aux gens à savoir que l'être humain vaut mieux que l'argent, vaut mieux que tout l'or du monde entier. Et si on le fait, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'on atteindra un niveau de développement un peu plus accéléré et un peu plus valorisant que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce que ça ne témoigne pas d'une réelle... ça ne fait pas beau vivre déjà. Au niveau des mentalités, les gens sont jaloux, les gens sont haineux, les gens sont prêts à vous tuer pour rien. Et ça, il faut qu'on essaie de voir ça. On essaie de voir comment faire pour que tout le monde puisse avoir un peu des ressources que nous avons. Parce qu'il faut partager les ressources de façon que chacun y trouve son compte, afin de diminuer un peu le taux de méchanceté qui va galopant. Partager les ressources, François Mbouké, afin de s'éloigner un peu de la méchanceté. Entre-temps, j'ai une autre préoccupation, le pillage. Le pillage presque systématique des caisses de l'État.
Je n'ai pas parlé du Cameroun, c'est une question synoptique. Tout à fait. Est-ce qu'on peut bâtir une grande nation avec le pillage des gens qui piochent de manière barbare dans les caisses de l'État? Et qui tue. Tout à Parce fait. que je passe, le prof a parlé de 17, hier on parlait de 28 déjà. Ok. Donc, entre janvier et février, le 28 février. Ça devient très inquiétant. Voilà, très inquiétant. Et vous l'avez relevé au niveau de votre une tout à l'heure. Tout à fait. Qui va payer pour tout cela. Pour dire qu'une nation se construit avec des hommes qui sont appelés des leaders, qui ont un leadership, qui peuvent créer une cohésion sociale. Parfois, ici, il fut une époque, quand vous aviez une carte d'identité camerounaise, vous étiez fier, arriver partout, dire « Je suis camerounais ». Nous avons vécu tout ce moment-là. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui, par exemple? Voilà. Donc, ça veut dire qu'on doit reconstruire notre socle social pour que d'abord chacun, parce que le développement est porté par les citoyens. Si chacun se reconnaît comme étant un citoyen, qui est respecté parce qu'il est ce citoyen, mais il va faire des efforts pour que chaque fois qu'il est en droit de se présenter, qu'il n'ait pas à regarder partout, qui va me reconnaître là. Non, et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons besoin donc des leaders qui portent le développement social. Tout passe par là. Qui font que la reconnaissance en chacun d'être camerounais ne soit pas discutable. Quel qu'il soit, qu'il vienne de quel coin du pays. Et cela ne peut arriver que si vous faites un effort au niveau des infrastructures, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit l'économie numérique, mais qui vous dit qu'on ne peut pas en vivre dans les régions, je ne sais pas moi, reculées, dans les villages. On peut aujourd'hui, vous voyez, toutes les productions qui sont faites pour eux. Alors que si on a des routes, il y a un moyen de faire vendre ces cultures. Avec les téléphones, si vous avez votre téléphone là-bas, vous pouvez dire, moi je produis telle chose à tel endroit, et les gens viendront peut-être acheter. Donc l'économie numérique n'est pas seulement dans ce que nous parlions tout à l'heure, mais elle est même plus profitable en zone rurale. Et il faut que nous ayons donc des leaders politiques qui portent cette vision, qui disent, nous ferons du Cameroun un pays qui sera le continent, parce qu'on a d'abord été, on disait qu'on était un pays qui avait, maintenant nous sommes devenus le continent. Alors le Cameroun va devenir le continent en 2035, par exemple. Alors qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? On dit... Lorsque vous parlez de 2035, vous pensez que c'était dans 100 ans. Voilà. Mais vous rassurez que 2035, maintenant c'est dans 9 ans. Voilà. Et quand vous regardez, vous avez l'impression que nous serons émergents d'ici 2035? Non. Aucun indicateur. Les indicateurs que nous avons, qu'ils soient macro, qu'ils soient micro, ne le montrent pas. Et avec surtout les dirigeants que nous avons qui manquent totalement de vision. Vraiment, il faut le dire. Mais si, moi j'ai vu des pays se développer en 3-4 ans, donc rien n'est perdu. Si aujourd'hui, le chef d'État, je parlais aujourd'hui de l'apaisement, le chef de l'État, il descend, qu'il laisse tout ce que ses conseils lui disent, qu'il fasse l'apaisement. Parce qu'il y a une tension sociale forte aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont en prison, qu'on a prié pour avoir volé. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas récupéré de l'argent. Donc, je pense qu'il y en a qui ont passé 10 ans. Qu'est-ce qu'ils foutent en prison? Le chef de l'État peut les laisser. Ils sont même déjà vieux et fatigués. On peut faire l'apaisement politique à ce niveau. Récemment, il y a eu une élection. Les gens n'étaient pas d'accord. Il y a eu des mouvements. On peut dire, OK, le président a pris acte. On libère ces gars qui ont été arrêtés. Il dit maintenant, OK, je vous ai compris parce que mon score de 53%, c'est un message. Il faut que je réponde. Et il nous a répondu. Il a dit, je vais changer le gouvernement pour porter le développement. Il a changé? Non. Et il revient 2 mois après nous dire, à ce gouvernement-là, je vais ajouter les DG, les PCA. Mais il oublie qu'autour de lui aujourd'hui, il y a les gouverneurs, je pense qu'ils sont tous à la retraite. Tous. Il y a tous les petits préfets qui aspirent aussi. Tout le monde est dans un état inquiétant, où tout le monde est presque à la retraite. Il continue de gérer les affaires de l'État. Or, lui-même avait dit que la retraite n'est pas une sanction. Alors, il faut qu'un leader comprenne que quand ça chauffe, parce que vous êtes chef d'État au nom du peuple, c'est le peuple que vous a élu. Que ce soit les juges, que ce soit les autres, ils rendent la justice au nom du peuple camerounais. Tout à fait. Nous parlons ici parce que les lois ont été votées par le Parlement pour que les journalistes puissent avoir des télévisions, en fait, les Camerounais puissent ouvrir la télévision et que les gens viennent y faire des débats. Donc, ce sont des acquis qui font d'une population respectée et respectable. Mais lorsque l'accompagnement ne se passe pas, lorsque le leader
n'a pas de cœur, qui écoute les cris de ceux qui l'ont mis là, cela devient dangereux et pour lui-même et pour l'ensemble de la nation. Merci François Mbokey. Alain Douc, lorsque nous parlons de bâtir une nation, et surtout une grande nation, est-ce que l'aspect ayant trait au leader n'est pas fondamental? Comment un leader devrait être si nous voulons bâtir une grande nation? Quelles sont les priorités donc pour construire une nation? Le leadership entre en ligne de compte. Pourquoi je le dis? Parce que vous n'allez pas pouvoir construire une nation, une grande nation, si vous n'avez pas le leadership qui a la matière, qui a la volonté, qui a des dispositions à implémenter ce projet de réalisation et de création d'une grande nation. C'est là où tout commence. Parce que s'ils n'ont pas la psyché qu'il faut pour ça, ça ne marche pas. Or, ils sont une émanation du peuple tout entier, ceux qui vont constituer le leadership. Donc, il faut déjà que quelque chose se passe au niveau de l'esprit. Tout à fait. Il faut que les gens soient disposés à construire effectivement une nation sur le plan mental. Alors, il y a beaucoup d'aspects de ce conditionnement mental qui ont été évoqués. Justement, il faut déjà qu'on codifie. Vous parlez d'une nation laquelle? Qu'est-ce que veut dire être, si je prends le cas du Cameroun, que veut dire être Camerounais? Quelle est notre identité? Dans notre écosystème immédiat, le continent africain, qu'est-ce qui fait notre particularisme? Lorsqu'on dira qu'on est Camerounais, comment on nous identifie en tant que tel? Il faut une prospective du développement. C'est-à-dire que comment on voit notre pays dans 100 ans. C'est-à-dire que quels sont les fondamentaux que nous allons implémenter pour que la grande nation que nous voulons puisse se réaliser, quitter de la gestation, voilà, pour se réaliser dans 100 ans. Il faut donc travailler sur les mentalités pour que tout le monde soit dans les dispositions à réaliser le projet en question. Or, on ne peut le réaliser que si tout le monde se l'approprie. Donc, ça ne doit pas être une affaire de quelques-uns. Il faut donc des institutions qui seront créées par rapport à ce projet. Comment vous impactez l'Afrique? Comment vous impactez le monde? Je pense qu'un des plus gros travaux pas fait, c'est que nous sommes en train de nous orienter d'une façon hébétée dans le sens des girouettes de la mondialisation. Il ne faut pas croire qu'à tout prix, on doit se coucher du moment où on parle de la mondialisation et accepter tous les vents de cette mondialisation qui forcément ne vont pas nous faire du bien. Qui forcément ne vont pas faire du bien à nos corpus de valeurs, à notre identité en tant que Camerounais ou en tant qu'Africain. C'est ça le travail et on est en train de tout accepter. Et j'ai l'impression que cette acceptation hébétée relève d'une conspiration. Moi, je ne passe pas par 4 mots pour le dire. Les gens, ils ne veulent pas, ils ont finalement utilisé le label complotiste pour éviter qu'on dise un certain nombre de vérités. Bien. Maintenant, lorsque c'est fait, il y a donc un projet commun, tout le monde se l'approprie. Ça ne doit pas être l'histoire de quelques-uns. Mais il faut des institutions fortes, parfait. Or, de plus en plus, vous voyez développer un système qui repose sur des hommes forts. Puis attends, c'est un messianisme qui écrase. Tout repose sur un homme ou une institution portée par un homme. C'est un danger, ça. Et on voit donc que quand la machine sera grippée, tout le système sera enrayé. Il ne va plus fonctionner parce que tout dépend d'un homme. Or, l'homme est limité. Déjà, même l'âge vous démontre que, à un certain niveau, vos facultés, votre énergie, etc. vont vous lâcher. Donc, du coup, voilà, quand vous avez, par exemple, créé un système présidentialiste où tout repose sur l'institution qui est la présidence de la République, on voit donc comment, quand les énergies commencent à laisser l'homme qui incarne l'institution en question, tout va à volo. On n'arrive pas à tenir le Conseil national de sécurité, je ne sais pas depuis combien d'années, on n'arrive pas à tenir le Conseil supérieur de la magistrature, on n'arrive pas à présider ci, on n'arrive pas à présider ça, on doit se faire représenter, on commence à avoir une inflation sur une personnalité de substitution, finalement tout le monde fustige ça, mais non, on t'a pas élu, toi tu as été désigné par quelqu'un, ça ne veut pas dire que surtout tu vas répondre. Voilà la tragédie de ce genre de système qui ne repose pas sur des institutions fortes. Parfait, quand on parle d'institutions, il faut une belle séparation entre les pouvoirs. Il faut, si on veut une grande nation, il faut une belle séparation entre les pouvoirs parce que, quoi qu'on dise, il y a un tantinet d'aspiration à la démocratie que tous les peuples veulent. Si je m'en tiens à l'étymologie
du mot en question, c'est-à-dire que le peuple veut sentir que dans son leadership, c'est son visage qui transparaît, c'est sa volonté. On ne doit pas avoir un système où la justice n'arrive pas à faire son travail. Le peuple dit, allons ici. Parfait. On a l'impression que il y a un pouvoir qui est dans une obésité qui fait que tous les autres pouvoirs sont totalement phagocytés. Ça, c'est un problème, ça. Ça ne va pas marcher dans la durée. Donc, c'est tout ça qu'il faut. Il faut développer le sentiment d'appartenance, le sentiment de cohésion sociale. Et ça repose sur la justice sociale. Quand on parle de richesse d'un pays, on doit comprendre que c'est la richesse du peuple, c'est la richesse du 4, on dit qu'on est combien là, du 30 millions, on n'en arrive même pas à faire. Vous revenez avec cette affaire? Nous sommes combien? Combien sommes-nous? On doit savoir que c'est notre richesse à tous, pas que certains se mettent à la siphonner, dans des circuits de marché noir, pour que ça profite à quelques heures. Vous n'allez jamais construire une grande nation avec ça. Même pas parce une que nation. ça va créer du ressentiment. Oui, pas une nation. Il faut y avoir une nation avant d'en créer une nation. Je pense à quelque chose qui me fait rigoler là, mais qui est très sérieux, parce que je vous ai suivi ici, lors d'une émission, vous demandiez à un militant, un responsable du RDPC, combien sommes-nous au Cameroun? Et vous lui avez posé la question la même 10 fois. Mais monsieur tournait, finalement, il a dit que nous sommes nombreux. Donc, vraiment, parfait, ici, les affaires que vous faites sur ce plateau, c'est pas bien. Merci. Alors, repartons au niveau de notre messagerie. Elle explose, cette messagerie, comme d'habitude. Bonjour à tous les panélistes et à notre modérateur, fédérateur Perfecto. En ce mois de mars qui commence, je pense que les priorités pour construire une nation sont de 3 ordres complémentaires. Tout d'abord, l'ordre spirituel, l'ordre matériel et l'ordre mixte. Sur l'ordre spirituel, il y a la crainte de Dieu et l'humilité. Si une nation reconnaît que celui qui a créé le monde, qui existe jusqu'aujourd'hui, est en droit de le guider et de l'orienter, aura l'humilité d'accepter et d'accorder une place importante à Dieu en son sein, en faisant du bien la loi cardinale de la nation. Sur l'ordre matériel, il y a l'unité, le vivre ensemble, l'intérêt général et le modèle ou l'exemple. Chacun doit devenir et être un exemple pour soi et pour les autres, un peu d'humanisme et d'empathie pour qu'ensemble chacun soit un ingrédient essentiel de la construction de notre nation. Enfin, sur le plan mixte, la cohésion, le dialogue, la collaboration et la paix sont des piliers que chacun de nous devra mettre en valeur pour participer pleinement à la construction d'une grande nation. Chacun doit s'efforcer de devenir le leader qui correspond à la nation qu'il veut construire. Je suis ce que je désire et je le manifeste, je le réalise au quotidien avec abnégation, courage, endurance et joie pour construire une nation forte et exemplaire. C'est Nana depuis Douala. Merci, Nana. Un autre message très rapidement. Bonjour, parfait. Vous êtes véritablement formidable. Vous avez une manière exceptionnelle de lire. Qui vous a appris à lire, parfait? Tout maître de l'école primaire. Ce sont mes maîtres de l'école primaire. C'est eux qui m'ont appris à lire. Pas les professeurs. Quel livre? Non. C'est vraiment lire. Ce sont mes maîtres. Elle avait des lire là. Je n'ai pas compris le sens de lire. Restituer. Lire les messages. Lis quoi? Les messages. Je pense pas. C'est ça. Oui, c'est vraiment lire les messages. la restitution d'un message. On avait un cours. Moi, je sais pas si ça existe encore. Lecture. À la lecture. On nous apprenait à lire. Est-ce que les gens lisent encore? On nous apprenait à lire. Moi, je pense à mes maîtres, l'école, mes maîtresses, les Madame Zanga, Madame Amourou, Monsieur Ongba, ils nous apprenaient à lire. Avec la ponctuation, la tournation, les virgules, les points et tout ça, la respiration dans la lecture, l'accélération dans la lecture. Et on nous apprenait à lire. Donc moi je ne sais pas si j'ai bien appris à lire, à vous de voir. Alors, un autre message qui dit ces téléspectateurs, pour construire une nation, il faut commencer au commencement, c'est-à-dire créer l'unique fondation qui est d'établir la crainte de Dieu, qui n'est nul que le réveil de la conscience en Dieu et le changement de mentalité pour aligner la pensée avec l'amour de Dieu qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Et nous, notre vrai soit...
Alors là, c'est compris. Donc, vous voyez, quand vous avez un message comme celui-ci, vous ne pouvez pas bien lire. Parce qu'il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de ponctuation, vous ne pouvez pas bien lire. Et vraiment, toutes mes excuses, hein, je suis obligé de sauter. On prend un autre message. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, espace miné. Construire une nation nécessite une approche globale et durable. Point. Et continuer à la ligne. Éducation et formation. 2 points. Investir dans l'éducation et la formation pour développer les compétences et les capacités des citoyens. Point. Et continue. Infrastructure. 2 points. Développer. Oh, vous voyez, quand vous avez un message comme celui-ci, alors il continue au niveau des infrastructures, développer les infrastructures de base, telles que les routes, les ponts, les aéroports, les ports, l'énergie, l'eau et les télécommunications. Économie diversifiée. Diversifier l'économie pour réduire la dépendance à une seule ressource et promouvoir l'industrialisation. Gouvernance et institutions. Renforcer les institutions et la gouvernance pour assurer la stabilité, la transparence et la responsabilité. Il parle également de la santé, il parle de l'innovation et de la technologie, et il conclut en disant, comme le dit bien souvent Monsieur Perfecto, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Maintenant tu as ta réponse. C'est Wilfried, hein, de beauté, depuis Douala. Merci Wilfried, vous écrivez très bien. Un autre message ici, alors, qui aura la chance d'être lu, parce que ce n'est pas facile ici, hein, d'être lu. Lui, il a la chance. Et nous allons lire son message. Il nous dit ceci. Bonjour parfait, bon début de semaine à toi et à ton panel, singulièrement à Bernard Owona qui me garantit un fou rire chaque lundi. La définition de la nation est différente de celle de l'État car elle intègre la notion d'attachement et vision commune de l'État. Construire une nation camerounaise revient donc d'abord à créer un sentiment d'appartenance à l'entité Cameroun. Il faudrait construire une mentalité où l'individu est d'abord camerounais avant d'être autre chose, camerounais avant d'être d'une tribu, camerounais avant d'être riche ou pauvre. Parfait. Contrairement à ce que les gens pensent, la France et les pays européens ont beaucoup de particularismes régionaux avec une histoire mouvementée. Mais ils ont su se fédérer derrière des valeurs communes qui font d'eux des Français avant tout. Or, au Cameroun, le tribalisme est devenu un programme politique que le gouvernement et même l'opposition utilise à des fins électorales et au péril de la nation. C'est très dangereux et ça peut d'ailleurs causer la fin du pays qu'on appelle le Cameroun. Il est impérieux de revenir à la construction de la nation camerounaise en luttant entre autres contre le tribalisme, en construisant un récit national et une mythologie camerounaise, en réduction des inégalités, sociales et régionales et en promouvant la bonne gouvernance. C'est Arsène Etamé depuis l'école des postes. Bernard Owona, il a évoqué un aspect, ma foi, essentiel dans la construction d'une nation, le tribalisme. Si nous prenons le cas du Cameroun, le niveau de tribalisme au Cameroun favorise-t-il la construction d'une nation? Notre tribalisme a atteint des proportions inquiétantes, vraiment inquiétantes, et je pense que les acteurs politiques, les entrepreneurs politiques et autres devraient s'en préoccuper. Parfois ici, la semaine qui s'est achevée, j'ai vu une jeune artiste que vous connaissez bien qui s'appelle Mani, comment on l'appelle? Mani Bella, qui a commis... Je la connais. Qui a commis une réflexion sur le tribalisme au Cameroun. Et donc, du coup, j'ai parcouru cette réflexion et je pense qu'une jeune dame de sa trame, une artiste qui prend sur elle d'interpeller les dirigeants camerounais sur le danger que nous courons avec ce tribalisme de plus en plus présent dans tous les niveaux, tous les niveaux, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social. C'est préoccupant parfait parce que pour construire une nation, pour vraiment construire une nation aujourd'hui, pour le cas du Cameroun,
nous devons prendre le tribalisme, la diversité tribale comme un atout, plutôt que cela puisse entraver le développement que nous voulons pour notre pays. Donc c'est très préoccupant aujourd'hui, parce que parfois ici, il y a des administrations où quand vous arrivez, vous n'avez pas besoin de savoir quelle est l'origine tribale du ministre ou du directeur général. Rien que dans les couloirs et dans les autres services, vous rencontrez des gens qui ne parlent que le patois, qui ne parlent que le village. Et donc, du coup, c'est pas bien. Moi, je pense que le tribalisme devrait être un atout. La diversité tribale, culturelle, devrait être des atouts pour notre pays, plutôt que des entraves à notre développement. Merci Bernard Owena, professeur Noubissier. Est-ce que, lorsque nous parlons de bâtir une nation, on ne devrait pas commencer justement à la base, à la maternelle, en commençant à inculquer déjà un certain nombre de valeurs à nos enfants? Beaucoup plus, on doit commencer par les enfants, parce que ce sont eux qui sont appelés à porter le fer de lance du Cameroun dans les 10 prochaines années ou dans les 20 prochaines années. Moi, je pense que notre plus gros problème, s'il faut revenir au Cameroun, c'est que nous n'avons pas, on est parfois surpris, on a été surpris par le développement. Moi, je ne sais pas si c'est le président qui le disait ou c'était un ministre qui disait que la montée démographique a parfois fait qu'on n'atteigne pas les objectifs qu'on s'est fixés. C'est une très grosse erreur. C'est une très grosse erreur parce qu'on doit prendre tous les aspects qui concourent à un développement, sachant que quel est d'abord quel est le taux de croissance annuel? Quel est le taux de croissance annuel? Quelle est la population actuelle? Comment penser le développement avec cette population? Mais quand j'entends les gens lui dire, je me dis, attention, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'on cesse de faire des enfants? Quand on sait que la Chine a un droit de veto du fait de sa population. Tout à fait. Ça dit qu'il y a un problème sérieux. Ils sont devenus incontournables. Bon, je ne sais pas si la vidéo qui circule sur la toile dit vrai sur le cas du Sénégal. Il y a une vidéo qui vante les mérites de Sonko et Diomaye, qui ont digitalisé la gouvernance là-bas, oui, et qui a apporté des ouvertures en termes d'offres d'emploi, en termes d'amélioration des vies des populations, en termes même d'offres de bourses aux étudiants. On peut. Le plus gros problème, c'est que j'ai l'impression parfois que ceux qui sont en haut ne réfléchissent pas comme nous qui sommes en bas. On a l'impression qu'on vit dans deux mondes. Peut-être parce qu'ils sont justement en haut. Oui, ils devraient parfois revenir aussi en bas. Pas en bas pour savoir quelles sont les priorités aujourd'hui. C'est ça votre thématique. Quelles sont les priorités? Les priorités d'abord, c'est le changement des mentalités. La corruption est un référentiel du fait que notre mentalité est encore très basse. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec des milliards? J'ai l'impression parfois que quand quelqu'un vole plus d'1 milliard, ça augmente même 2 années sur sa vie. Peut-être, je ne sais pas si on est entré dans un registre pareil, où autant tu as les milliards, autant tu as des années de plus sur ta vie. Est-ce que vous savez ce qu'il veut dire 1 milliard? 1 milliard, c'est 1000 millions. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas avec 1 milliard? Mais quand on voit, sur 10 ans, on a volé 20 000 milliards de francs CFA. Mais c'est un problème de mentalité. Si on résout ces petits problèmes, on va dépasser les niveaux des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, moi je pense. Et puisqu'on parlait de mentalité, prenons le cas du Cameroun. Un homme normalement constitué qui vole 10, 15, 20, milliards. 50 milliards, 100 milliards. Un seul homme qui vole 100 milliards. Est-ce que cet homme-là est équilibré? Non, vous savez, je vous invite à aller lire un ouvrage que moi j'ai lu. C'est parano et c'est schizophrène qui nous gouverne. Vous savez, le plus souvent, quand on observe des gens, je ne voudrais pas parfois faire le diagnostic mental de certaines personnes, on a l'impression que c'est des gens qui sont dans des souffrances. Parce que quel est cet attrait que les gens ont pour l'argent? Si ce n'est qu'il y a des tendances à la parano, à la schizophrénie, à des troubles émotionnels, à des troubles mentaux, parce qu'on ne peut pas comprendre ce que les gens font. Le problème, c'est le plus dur au Cameroun, c'est que ces gens ne font vraiment rien avec cet argent qu'ils volent. S'ils volaient pour créer des industries et recruter des Camerounais, on pouvait comprendre. Mais parfois, cet argent-là est dilapidé. On parle payer des immeubles en Europe. Et après, les dirigeants là-bas disent que non, on les saisit et on les gèle. On va dire bien mal acquis. Bien mal acquis. Et ça n'instruit pas les immeubles, ils déposent simplement dans des banques qui serviront, qui servent à ceux qui sont là. Même encore, ne fût-ce qu'au dixième de cet argent, ça devient problématique. C'est très lamentable, monsieur Parfait. C'est quand on y réfléchit. Moi, je pense qu'il y a un gros problème et je suis convaincu d'une chose, c'est que ça pourra changer. Ça pourra changer un jour lorsqu'on aura les dirigeants qu'il faut à la place qu'il faut.
les dirigeants qu'il faut, à la place qu'il faut. François Mboké, faut-il garder espoir? Oui, tout espoir est à garder. J'ai dit, on ne perd pas de vue que nous sommes quand même gouvernés par des hommes et qu'à un moment, on peut se dire, je me suis trompé pendant longtemps. Vous savez, le pape est en train d'arriver. Je pense que cela va passer. Ce sera du 15 au 18 avril. Il est question qu'ils viennent exorciser. Apaisement. Il est question qu'ils viennent exorciser le pays. Les tensions sont à un niveau tellement élevé. Je pense qu'aujourd'hui, les hydres se sont neutralisés. Donc c'est le pape qui doit venir arranger le problème. Nous pensons que, comme tout le monde est chrétien dans le gouvernail, mais je les vois tous les jours, soit à la cathédrale, soit là-bas. Bon, je présume qu'ils sont tout au moins catholiques. Donc le pape pourra leur parler. Il n'y a pas que les catholiques, malheureusement. Oui, mais le pape pourra quand même leur parler, dire, mais regardez votre pays. Il y a une association musulmane qui allait manœuvrer pour que le pape vienne. Hein? Ah bon? Ah oui. C'est une association musulmane vous voyez, qui allait négocier au Vatican. Regardez, vous êtes sérieux? Je suis toujours sérieux. Je suis toujours sérieux. Une association, d'ailleurs, je pense que les pouvoirs publics ont remercié cette association sur l'événement. Une association musulmane qui va manœuvrer au Vatican pour que le pape vienne en visite officielle au Cameroun. Pour apaiser un peu les esprits. Pour dire que ça, c'est un écuménisme positif qui contribue à positif. J'ajoutais que quand vous voyez là où le pape va partir, à Bamenda, à Douala et Yaoundé, bon, donc on voulait qu'il aille quand même à Garoua ou Maroua, parce que là-bas aussi ça boue beaucoup. À Garoua? Oui, ou Maroua. Mais Chiroma n'est plus là-bas. Non. Est-ce qu'il va partir? Si Chiroma était encore à Garoua, le pape pouvait aller parler à Chiroma. Mais Chiroma va revenir. De toute façon, l'apaisement participe de tout cela. Vraiment, la lutte politique ne fait pas de vous un non-Camerounais. Vous avez été à l'élection, ça n'a pas bien marché. Bon, c'est pour ça que je dis... Qui lui a demandé de partir? Un grand leader... Qu'il revienne en paix. Un grand leader aurait dit, mon frère, viens, on construit le Cameroun. Et il fait donc son gouvernement avec les Camerounais. Comme lui-même l'a dit, avec les Camerounais qui vont porter ce développement-là. Mais après 2 promesses, nous continuons d'attendre. C'est pour cela que nous pensons que le pape pourra faire quelque chose pour que les esprits se calment et qu'il puisse... Les esprits-là sont têtus. Hein? Oui. Et pour ce genre d'esprits-là, on les chasse avec beaucoup de jeunes. En tout cas, parfait. J'étais même à vous poser au-delà de ce que tu voulais dire, mais moi, je t'amène également à rester dans le domaine de la spiritualité. Pour redevenir encore plus sérieux, est-ce que la spiritualité n'est pas un aspect fondamental, je souligne fondamental, lorsque nous voulons bâtir une grande nation? Voilà, parfait, ta question, elle a le substantif spiritualité, mais il ne faut pas que les gens confondent la spiritualité avec la religion. Quand nous avons dit travailler sur la psyché tout à l'heure, on parle de spiritualité, parce que les facultés mentales, c'est l'esprit. Les œuvres de l'esprit, on travaille sur la psychologie, travaille sur l'esprit. Eux, quand on va parler de spiritualité, ils vont voir la religion. Ils ont commencé à encenser leur pape. Je tiens à vous dire que le sujet, il est tellement pertinent. Pourquoi? Parce qu'on le donne à sa nation, à ses alter égaux, à ses concitoyens, que ce qu'on a. Donc, si, sur le plan mental, sur le plan spirituel, c'est pas la lumière qui vous habite, vous n'allez pas la transmettre aux autres, vous n'allez pas la communiquer aux autres. On ne va pas retrouver cette lumière dans le modèle de gouvernance que vous allez adopter. Ça, c'est un fait. Parfait. Et c'est pour ça qu'on posait la question tout à l'heure, mais ça, c'est le langage savant. C'est-à-dire que c'est même une espèce d'euphémisme pour essayer de justifier leur comportement de façon cartésienne. C'est-à-dire, oh, mais non, c'est des troubles mentaux, machin. Non! C'est un problème spirituel. D'accord? Vous ne pouvez donner aux gens que ce que vous avez. Qu'est-ce qui vous habite? Si vous êtes animé du bien, habité du bien, c'est le bien que vous allez chercher pour la nation et la communiquer ardemment. Or, si les gens sont habités par des ténèbres, justement, ils vont avoir une gouvernance de ténèbres. S'ils se sont déshumanisés,
N'attendez pas qu'ils vous traitent avec humanité. Pourquoi ils le feraient? Eux-mêmes, ce sont déshumanisés et vous attendez d'eux qu'ils vous traitent avec humanité. Ce n'est pas possible. Ça attend de... Vraiment, c'est perdu d'avance. Tout à fait. Donc, si vous voyez donc un leader... tout à l'heure, tu as parlé de la papauté et tout, et Bernard pour alimenter la paix, dit un musulman. Non, une association musulmane qui va au Vatican pour négocier la visite du pape. Tu sais pourquoi j'appuie ça? Parce que on n'est pas jeudi spiritualité, mais puisque Parfait m'a ouvert la vanne, d'accord? Il faut que les gens comprennent, et je l'ai dit, le Vatican, c'est... au travers du visage de la papauté, le pape c'est le chef de toute la religion organisée de la terre. J'ai beau ne pas aimer le système, pas les catholiques, je dis le système lui-même, mais il faut dire la vérité parce que c'est le cas, c'est le chef. D'accord? Donc ne sois pas surpris, parce que c'est des choses chocs. Nous on connaît ça, mais dire aux gens parfois c'est difficile. En fait, même l'islam a été créé par le Vatican, mais les gens ne connaissent pas ça. Donc il faut qu'on comprenne que même l'islam est un romanisme. Oui. L'islam est un romanisme. J'ai titillé tout à l'heure, tu te rappelles parfait la semaine passée quand j'ai commencé à dire au chèque, tu veux que je te donne les éléments de similarité? Vous êtes en plein carême, ils le sont. Si j'étais allé là, vous appelez ça quoi là? Le chapelet. On peut prendre le chapelet. On peut prendre le chapelet, élément de similarité. On peut prendre encore quoi? On peut prendre même les atours des religieux. Hein? La burqa qui ressemble à certaines des attirails des nonnes. Oui. Il y a beaucoup d'éléments. Quand vous allez creuser profond, vous allez vous rendre compte que ce que je vous dis, c'est vrai. Il faut simplement creuser profond dans l'histoire de ces deux religions pour se rendre compte qu'en réalité, tous les chemins, comme dit la dame, mènent à Rome. Tout à fait. Voilà. Tous les chemins mènent donc à Rome et c'est très important lorsque nous parlons justement de bâtir une nation, lorsque nous parlons de construire une nation, nous pensons que l'aspect ayant trait à la spiritualité est fondamental. Ce matin, nous avons également essayé de nous dire que l'on ne peut pas bâtir une grande nation si nous n'avons pas un certain nombre de valeurs. Et donc, l'aspect ayant trait à la mentalité, comme le disait le professeur Nouvicier, reste donc également aussi fondamental cette mentalité. On doit éviter la corruption, on doit éviter de piller les caisses de l'État, on doit mettre au centre de notre nation justement le bien commun. Oui, c'est bien commun qui nous appartient, comme le dit l'expression, bien commun, donc c'est donc pour nous tous. Et effectivement, n'oublions pas également que pour construire une nation, on doit éviter des aspects ayant trait au tribalisme, au népotisme, au communautarisme et les autres ismes que vous pouvez justement énumérer. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra bâtir une grande nation. Et le cas du Cameroun nous interpelle suffisamment. Je vous annonce un invité de poids dans le cadre de cette émission qui vient de faire son entrée au niveau du studio et nous allons le prendre parce que nous sommes des journalistes très avertis. On ne peut pas rater une telle occasion. Et lui, c'est Lionel Antoine. Il est le directeur commercial d'Afrique de Global